Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission 42, on parle d'une importante marche, mais d'abord de court-métrage. Bienvenue à Studio Libre. Quand on choisit un nom d'entreprise, souvent on se casse la tête. Eh bien, mon prochain invité s'est pas tellement cassé la tête. Il a choisi une caractéristique physique qui le représente très bien pour créer Frisé Productions, le producteur. Ben, Philippe Boilly est avec nous. Bonjour Philippe. Salut, c'est vrai. Et donc, oui, on sait, Frisé Productions a produit son deuxième court-métrage. Après Partie de plaisir dont on avait parlé, là, tu es arrivé avec un projet que tu m'avais parlé d'ailleurs dans notre première entrevue, mais qui a changé de titre, parce que souvent on a un titre de travail, qui était fonctionnaire, et là, tu l'as changé pour fonctionnel. Ouais. Où est la différence? Pourquoi tu as décidé de changer le titre final? Ben, je pense que c'était vraiment, au fur et à mesure que le travail de scénarisation avançait, puis même rendu en tournage, on voyait qu'il y avait qu'il y avait vraiment un thème qui ressortait. Puis tu sais, bon, quand j'étais dans la rédaction, on dirait que ce terme-là, fonctionnel, il m'avait pas encore passé en tête. Puis là, ben, c'est en essayant de vulgariser puis de simplifier, en expliquant mon projet, que j'ai réalisé que, ben, notre personnage principal, David, qui est un fonctionnaire, ben, il y a un problème de consommation fonctionnelle. Bon, on dit fonctionnel, là, mais c'est fonctionnel jusqu'à temps que ça le soit plus. Là. Évidemment. Et en plus, il est fonctionnel. Oui. Parce que, bon, dans la vie de tous les jours, bon, même s'il rentre un peu poqué à la job, ben, il est capable de faire son travail. C'est très peu ce qu'on s'imagine de quelqu'un avec une dépendance. Parce qu'on s'imagine, bon, souvent l'alcool, ben, c'est un pilier de taverne qui boit à longueur de journée, mais non. C'est un problème de dépendance qui est, j'allais dire contrôlé, mais pas tant que ça, finalement. Là. Ben, c'est là qu'on voit. C'est contrôlé, mais en même temps, tu sais, je veux dire, de la consommation fonctionnelle, on en voit peut-être pas tant que ça, mais on le sait que ça existe. Là. On le sait dans notre entourage, que ce soit des amis, de la famille, ou sinon juste des histoires. Là, on le sait qu'il y a des gens qui ont des problèmes de consommation fonctionnelle. Puis bon, dans le terme, ça le dit, c'est fonctionnel. Fait qu'on le remarque pas. Mon personnage principal, il a une bonne job, il vient de rentrer dans le bureau du sous-ministre, il a une belle voiture, une Mercedes, une fiancée qui a l'air super. Tu sais, comme il est bien entouré, puis pourtant, ben, il y a encore il y a encore quelque chose à combler, ou il y a encore quelque chose où il ressent le besoin de vivre quelque chose pour se débarrasser de son stress et puis ben, peut-être décrocher aussi. Ouais. On le voit, et c'est là toute la magie du film. Il y a ton personnage principal qui veut et qui veut. Bon, il n'y a pas le choix de vouloir aussi à un moment donné, parce que, bon, on le voit dans le début de film, donc la bande-annonce, il se fait arrêter, et donc il y a des accusations qui pendent contre lui, et il n'y a pas le choix pour s'en sortir, pour garder sa job, pour garder tout, ben, d'aller faire des thérapies et compagnie, mais il y a quand même quelqu'un qui va être ce qu'on en appelle en anglais un enabler. C'est des encourageurs. Son chum Kev qui est au bord tout le temps, ah ouais, t'es capable. Et j'ai souvent vu ça en faisant des entrevues avec des anciens dépendants. Il y a tout le temps quelqu'un qui va faire comme, ben là, c'est pas juste une demi. Ah, une petite bière, ça fera pas. C'est parce qu'à un moment donné, une devient deux, devient trois, devient cinq. Ça. Ben, tu sais, ça devient un terrain glissant. Puis, tu sais, Kevin, à la base, c'est pas une mauvaise personne. Tu sais, lui, il veut juste passer du bon temps avec son chum. Lui, ça fait, 100 fois qu'il fait ça avec lui. Fait que, tu sais, une demi-pilule de fois, c'est plus. Cette fois-là, c'est une demi-pilule de speed, pardon, cette fois-là, c'est pas si grave pour lui, tu sais. Puis pour lui, ben, s'il veut bien célébrer la fête de David, ben, il faut qu'il consomme. Puis, tu sais, puis c'est correct. Je veux dire, David, il n'y a pas de problème, il a une job, tout va bien. Fait que pourquoi qu'il s'inquiéterait? En même temps, David, est-ce que lui a fait les démarches pour exprimer à son chum qu'il voulait arrêter, tu sais? La dépendance, oui, il y a des enablers, comme qu'on peut dire, des gens qui facilitent la consommation, mais au final, il faut quand même, tu sais, il y a une décision à prendre. Puis c'est ça qui vient dur. Pour avoir vécu moi-même des problèmes de dépendance, quand tu essaies d'arrêter, puis tu commences à faire les bonnes choses, ben, ça veut pas dire que tu vas tout le temps en faire puis tu vas pas retomber.
Mais aussi, tu sais, tu vas continuer à payer pour des erreurs que tu as faites dans le passé, même si tu es sur la voie du rétablissement. Ouais. Et ce qui est plate, parce que j'ai fini le court-métrage et j'en aurais pris plus. Merci. Parce que là, je me suis dit, OK, t'arrives à un certain point et là, tu coupes là, je suis comme, pas déjà fini. Je veux savoir qu'est-ce qui va y arriver. Comment est-ce qu'il va faire? Parce que souvent, ce qu'on voit, c'est que ils vont se rendre à un certain point jusqu'au bout, même dépasser cette limite-là pour enfin se rendre compte, oh Paul, là, j'ai vraiment, et je dois vraiment changer mes comportements, mais c'est pas facile. Et d'ailleurs, le génie de Widmere Normil dans son personnage de Wendell, qui est l'intervenant, il dit, tu sais, les rechutes, ça arrive. Mais c'est justement, il faut apprendre de ses erreurs, finalement. Ben oui, exactement. Puis c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce personnage-là et avec cette histoire-là. Tu sais, David, au début, ben, il sait qu'il y a un problème. Selon lui, c'est pas tant un problème. Tu sais, je pense qu'il réalise les conséquences de sa consommation, mais je suis pas sûr qu'il réalise ou il y ait de l'opinion qu'il y a vraiment un problème. Mais je dirais, au fur et à mesure que le film avance, on commence à voir qu'il y a une petite prise de conscience. Là, puis, je pense que rendu à la fin, on peut dire qu'il est beaucoup plus décidé qu'à la fin, disons. Au début du film, sa blonde, elle dit là, tu vois les conséquences, tu as été arrêté, tu as des accusations potentielles, va falloir que tu t'en démerdes, que tu ailles voir un avocat, qui est son ami, déjà là en partant. Et là, elle dit, si tu consommes encore, moi, je ne peux plus, je n'en peux plus, je m'en vais. Et souvent, ces menaces-là, vont pas être nécessairement mises à exécution et compagnie. Et quand tu vois que quelqu'un veut s'en aller, là, il dit, non, faut que je la garde, là. Cette femme-là, je veux la garder. Mais souvent, est-ce que la dépendance va être plus forte que l'amour? Parce qu'une fois parti, c'est un engrenage. Une fois que le doigt est mis, le bras vient avec. Là. Ah oui, surtout, tout ce qui est consommation d'alcool, tout ce qui est consommation de drogue, souvent, ou cocaïne, par exemple, ou amphétamine, mais souvent, ça fait boule de neige. On prend une bière, 2 bières, 3 bières, un shooter, puis là, tout à coup, là, la drogue embarque. Beaucoup de gens que moi, j'ai vus dans mes groupes de discussion qui avaient des problèmes avec ces substances-là, c'était, si on a un problème d'addiction à la cocaïne, ils doivent arrêter l'alcool. Parce que s'ils n'arrêtent pas l'alcool, inévitablement, ils retombent vers la cocaïne. Puis, tu sais, l'alcool est tellement quelque chose de social dans notre société. Surtout, tu sais, David, là, il a à peu près une trentaine d'années. Tu sais, à 30 ans, tu te dis, c'est cool. C'est ça, c'est même bizarre si tu prends pas un petit verre. Puis je veux dire, il y a quand même un petit changement au niveau de la génération. Je trouve que les jeunes, de plus en plus, ils font des parties, ça boit pas tant que ça. Tant mieux, parce que c'est quand même quelque chose, c'est plaisant, mais il y a aussi des répercussions au niveau de la santé, puis santé mentale. Mais, tu sais, j'ai comme l'impression que mon personnage, il veut bien faire, mais au début, vu qu'il veut pas le faire pour lui, ça marche moins. Mais en tout cas, je pense que la prise de conscience qu'il fait, rendu vers la fin du film, du moins, je pense qu'il y a... Là, il décide que c'est peut-être plus pour lui que pour les autres. Oui, parce que, justement, beaucoup d'intervenants vont le dire. Moi, je peux te guider, je peux te donner une piste de solution, mais si tu la prends pas, cette fameuse marche-là, c'est comme on dit, je peux te dire, va à Compostelle, mais si tu décides pas d'y aller puis de la faire, la marche, à un moment donné, ça marchera pas, ça va devenir comme un vœu pieux. Puis si tu dis, je le fais pour un tel, je le fais pour une telle, je le fais pour garder ci, garder ça, si tu le fais pas pour toi, à un moment donné, ça va marcher un bout, mais tu vas inévitablement pratiquement retomber. Puis c'est ce que je trouve intéressant. Je trouve que les pratiques, justement, avec le CISO, là, c'est le Centre de réadaptation en gestion de dépendance, ils ont changé leur approche depuis une couple d'années. Avant, c'était vraiment, si tu veux pas arrêter complètement de consommer, va faire ce que tu as à faire. Puis quand tu seras prêt à arrêter complètement, viens nous voir. Maintenant, c'est vraiment en plus une approche de réduction des méfaits puis d'atteinte d'objectifs. Puis c'est un petit peu, pour moi, quand j'ai préparé mon film, je suis allé rencontrer des intervenants, autant des intervenants que moi, j'avais eu la chance d'être accompagné, que des intervenants externes, pour vraiment bien amener une approche qui est plus constructive puis plus collée sur la réalité. Parce que les gens, ils se disent, des fois,
bon, j'ai un problème de consommation, mais je suis pas prêt à arrêter, ou tu sais, j'ai un problème d'alcool, toutes les fins de semaine, je me dévisse comme faux, mais peut-être que son objectif, c'est juste d'être capable de prendre 2-3 bières, mais avec une approche qui est vraiment dogmatique sur l'abstinence, ben ça vient que ces gens-là qui viendraient obtenir de l'aide, à réduire, puis peut-être qu'après ça, il y a une prise de conscience, puis il y a un arrêt, ou peut-être qu'ils sont capables de faire une consommation responsable, mais au moins maintenant, la réadaptation se fait autour des objectifs de la personne. Puis je veux dire, tu sais, quelqu'un qui vit des problèmes de consommation, souvent, quand il arrive à l'étape d'aller chercher de l'aide, c'est parce qu'il commence à avoir les conséquences, ou du moins, ils ont peur des conséquences. Fait que ça les pousse à aller chercher de l'aide, puis en ayant une approche plus tournée vers leurs besoins, je pense que le résultat est meilleur. Et on va pouvoir voir ton film fonctionnel au Festival du film de l'Outaouais le 5 avril. Donc, c'est très, très proche. Et de voir son œuvre sur grand écran au lieu d'un écran d'ordinateur quand on fait le montage, j'imagine que ça doit être une fierté immense de dire hey, « j'ai créé ça, parti de rien, c'est mon idée et la voilà en film ». Oui, c'est sûr. Avec Partie de plaisir, je me souviens, ça m'avait frappé aussi là, de voir son film grands écrans. Là, c'est tout un autre sentiment. De là, l'importance de soutenir nos cinémas, puis d'aller voir des films au cinéma, parce que justement, l'expérience cinématographique, on sort pas notre téléphone pendant on écoute un film au cinéma, on est vraiment immersé dans un monde complet. Puis un film qu'on écoute sur un écran d'ordinateur ou sur même si on est rendu avec des paupières télé à la maison, comparativement à un écran qui est immense, c'est une autre expérience. Puis en tant que réalisateur, je veux dire, en plus, nous, ça va être écran IMAX, là, au Musée canadien de l'histoire. Je veux dire, ça va être mon deuxième film que je présente. Je suis vraiment fier. Puis honnêtement, l'équipe était vraiment fantastique. C'est vraiment grâce à eux qu'on a pu faire un film aussi bon. Je me souviens, on parlait un peu avec le bingo, on se voit toutes les semaines, et puis on se parlait du choix de l'intervenant qui s'est arrêté sur Widmer Normil. Oui. Très bon choix, honnêtement, on y croit. Et puis, il a cette voix, il a une voix caverneuse et très profonde et très zen. Donc, on croit directement à cet intervenant-là. Comment ça a été de tourner avec un acteur qui est, connu, qui a fait des dizaines et des dizaines de projets? Oui, justement, son agente, j'y parlais hier, puis elle disait ça fait 42 ans qu'elle représente Widmer. Wow! 42 ans. Oui, il a commencé jeune en plus. Puis dans le film, là, Widmer, il est tellement attachant, il est tellement bienveillant. Mais Widmer, il est comme ça dans la vraie vie. Okay. Il est tellement fin. Là. Il a donné des câlins à tout le monde avant de partir. Il est généreux de sa personne, super à l'écoute, en plus d'être un comédien chevronné. Je veux dire, moi, je trouve que ces scènes ajoutent tellement au film. Là. Sans sa participation, je pense que le film aurait pas frappé de la même façon. Fait que je suis vraiment content d'avoir eu la chance de travailler avec lui, puis je suis content qu'il ait accepté surtout. Ben, c'est toujours un plaisir, puis on va pouvoir voir ton film fonctionnel. J'espère qu'il va fonctionner dans plusieurs festivals. En tout cas, ça va commencer avec le Festival du film de l'Outaouais le 5 avril. Yes. Et puis, on te souhaite d'être capable de faire de plus en plus de films. Et pourquoi pas un long métrage. Merci beaucoup, Philippe Boilly. Merci à toi, Sylvain. À la prochaine. Pour la plupart d'entre nous, marcher est un geste simple. On n'y pense même plus. On se lève le matin, on enfile nos vêtements et on s'en va travailler ou à l'école ou encore n'importe où. Par contre, pour d'autres, c'est beaucoup plus ardu, surtout quand on est atteint de sclérose en plaques. C'est d'ailleurs pourquoi il y a une marche qui s'organise comme à chaque année, le 25 mai prochain, et on va en discuter avec la directrice générale de SP Outaouais, Chantal Girard. Bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir. C'est toujours un plaisir, puis on parle de sclérose en plaques et je pense que c'est une maladie que, bien qu'on connaît le nom, on ne connaît peut-être pas toutes les variantes que ça peut avoir parce que c'est une maladie qui peut avoir plusieurs visages et qui est propre à chacun, si je comprends bien.
Oui, tout à fait. La sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune chronique, dégénérative, qui attaque le système nerveux, donc le cerveau, la moelle épinière, les nerfs optiques. Et c'est ça, c'est différent pour chaque personne. C'est cyclique. Toutefois, il y a des personnes qui vont avoir, on appelle ça des poussées. Et les gens vont avoir des poussées à différents moments. Ça peut être, les poussées aussi peuvent être très différentes au niveau de la durée, au niveau de la fréquence. Donc, c'est très différent d'une personne à l'autre et ça les affecte aussi très différemment aussi. Parce que, bon, il y a certains qui peuvent être diagnostiqués et au départ, souvent du diagnostic, ben, on a quelques symptômes, mais plus les années avancent, j'imagine que plus ça peut évoluer, plus les fréquences peuvent revenir, plus les coups peuvent être longs. Et j'imagine que c'est comme ça, c'est quand même relativement dégénératif. C'est dégénératif et c'est encore là, d'une personne à l'autre, c'est pas la même chose. Bon, il y a des gens qui peuvent être diagnostiqués parce qu'ils ont eu une poussée et là, ils ont vu que c'était la sclérose en plaques et ça peut faire 5 ans avant qu'il y ait une autre poussée. Il y a des gens, ça va arriver plus fréquemment, à tous les ans, à tous les 2 ans, ça dépend. Et même la longueur des poussées, là. Il y en a, ça va durer 24 heures, d'autres 48 heures, et ils ne sont pas affectés non plus de la même façon. Fait qu'il y a des personnes, ça va affecter leur vision. D'autres, ça va affecter leur mobilité. D'autres personnes, ça peut affecter leur langage. Il y a même des problèmes de vessie qui peuvent arriver. Ah oui. Donc, c'est très, très varié de la façon que ça se fait et que pour les personnes, là, c'est très différent. Et le 25 mai prochain, c'est votre marche annuelle, votre gros événement. Et puis, bon, on s'inscrit comment? Comment est-ce qu'on peut participer à ça pour être justement dans les participants? L'année passée, tu me disais qu'il y avait une centaine de personnes à peu près l'année passée? Oui, l'année passée, on avait une centaine de personnes. On reprend tranquillement avec la pandémie. Évidemment. Comme de raison, tout le monde, ça a été... on parle encore de la pandémie aujourd'hui, malheureusement, parce qu'elle a encore des effets. Donc, ça se faisait en virtuel. Quand ça l'a repris doucement. En 2022, avec une vingtaine de personnes. En 2023, on a eu une soixantaine de personnes. L'année passée, une centaine de personnes. Nous, la marche avant la pandémie, c'était un 200-250 personnes ici en Outaouais. Donc, on veut retourner à ça, à avoir autant de gens. Donc, on se croise les doigts, on incite les gens à participer. C'est un bel événement parce que au-delà d'être une collecte de fonds, la marche, là, c'est un rassemblement. C'est un rassemblement pour les gens qui ont la sclérose en plaques, mais leur entourage aussi, leurs amis, leur famille, ils viennent marcher en famille, puis c'est une fête aussi, hein, de voir qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent échanger, ils peuvent discuter. Mais j'invite aussi tout le monde qui connaissent pas la sclérose en plaques cette année, de venir nous voir, de venir voir qu'est-ce que c'est, d'en parler, parce que des fois, on s'en soucie pas, puis là, tout d'un coup, dans notre entourage, on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui a la sclérose en plaques. Effectivement, oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la sclérose en plaques aussi qui ne s'affichent pas. Par honte. Comme toute maladie, il y a une honte associée. Hein? Ça me touche parce que je me dis, moi, le discours que j'ai avec les gens, puis j'en ai eu des personnes, là, justement, une personne, là, ça fait des années qu'elle a la sclérose en plaques. Elle n'était jamais venue à la marche. Elle est venue à la marche l'année passée, pour la première fois, elle revient cette année. Et j'avais dit, tu n'as pas à avoir honte, au contraire. Tu sais, marche la tête haute. C'est pas la faute à personne là, quand on a une maladie. Là. Puis je comprends. L'a pas demandé, on l'a pas demandé. Je comprends que les gens ils ont peur de se faire prendre à pitié. Mais je me dis, ça, c'est pas la personne. Si quelqu'un d'autre le prend à pitié, c'est pas la faute de la personne qui a la maladie, c'est l'autre personne qui comprend pas qu'est-ce que c'est. Et je me dis, il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui ont la sclérose, qui sont membres. Mais qui sont très, très, très actifs dans leur vie et qui continuent d'être actifs. Je trouve ça merveilleux et c'est pour ça que je dis tout le temps marcher la tête haute parce que malgré tout, vous continuez la vie, continuez, vous ne lâchez pas. C'est un combat. Soyez fiers. Soyez fiers de vous. Et il y a encore des gens qui me posent la question, c'est quoi la sclérose en plaques? Ben oui, parce que c'est une maladie méconnue, quand même encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, c'est spécial parce qu'au Canada, on est un des pays les plus touchés au monde.
il y a plus de 90 000 personnes qui sont touchées de la sclérose en plaques. Fait que c'est encore surprenant que les gens disent, je sais pas, c'est quoi ça, la sclérose en plaques? Fait que j'invite les gens, la population, de venir nous voir à la marche, de nous encourager, mais de venir jaser, de venir voir ce que c'est. Puis, et ça fait chaud au cœur aussi, aux gens, de voir qu'il y a une communauté en arrière d'eux qui soutiennent. Oui. Et c'est drôle parce que peut-être, justement, je pense à voix haute, mais vu que c'est une maladie qui touche vraiment avec des symptômes différents, c'est quand même assez dur de synthétiser la chose. Exemple donné, si quelqu'un est affecté au poumon, ben, il va avoir de la misère à respirer. C'est un symptôme qu'on peut voir, qu'on peut associer. Mais vu que la sclérose en plaques touche un paquet de systèmes différents pour chacun, c'est un petit peu difficile de dire « Ah, toi, t'as tel symptôme, c'est ça. » Donc, j'imagine que c'est un peu ça aussi pour que les gens ne connaissent peut-être pas tout ce qui a trait à cette maladie-là. Bien, tout à fait, tu sais. Puis, il y a des gens, oui, tu sais, c'est certain qu'il y a des gens qui sont en fauteuil roulant, il y a des gens qui sont en marchette, mais il y a des gens qui ne sont pas encore là, parce que peut-être que leur mobilité n'est pas affectée, mais leur vision va être affectée. Ouais. Ça, on ne le voit pas. Leur vessie va être affectée. Des fois, ils vont avoir souvent des picotements dans les jambes. Tu sais, c'est des choses aussi qu'on ne voit pas. Qui se cachent bien. Qui se cachent bien, que les gens cachent. Donc, c'est ça, là, on peut pas... Il n'y a pas comme un visage à la sclérose en plaques, là. Mais oui, c'est ça. C'est très différent, puis c'est pour ça que les gens, des fois, ne comprennent pas toujours qu'est-ce que c'est la sclérose en plaques. Parce que le système nerveux, vu que ça attaque le système nerveux, bien, si ton système nerveux, c'est au niveau des jambes qui est affecté, ben c'est là que ça va t'affecter. Si c'est au niveau des nerfs optiques aux yeux, ben c'est là. Ça peut être le langage aussi. Il y a tellement d'effets de la sclérose en plaques. Puis ça évolue et ça change. Et c'est ça. C'est ça qui est très difficile à voir. Et c'est pour ça que c'est difficile aussi à être diagnostiqué des fois. Et on parlait tantôt de la famille. Les gens qui sont autour. Les gens qui sont autour, le réseau devient le réseau vraiment de support. Oui. Et il faut que ce soit là. Est-ce qu'il y en a, par contre, qui n'ont pas ce genre de réseau-là, qui ont de la difficulté, justement, à avoir tout à fait. support? On a des membres qui vivent beaucoup de solitude parce que, justement, ils n'en ont pas de soutien. Bon, pour plein de raisons, mais ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de réseau. Je pense à une, entre autres, souvent, qui vient à notre dîner-rencontre. Elle n'a pas de réseau. Mais quand on fait des dîners-rencontres une fois par mois et qu'elle vient et qu'on se rassemble ensemble et qu'on a du plaisir, qu'on jase, qu'on socialise, c'est son moment, là. Elle adore ça, là. Oui, fait que c'est important, le réseau. Puis même quand il y a un réseau, des fois, les personnes ne comprennent pas tout le temps. Fait que ça aussi, c'est important pour les proches. Quand ils viennent à la marche, ils parlent aussi avec d'autres proches aidants aussi, ils échangent. On a aussi des personnes qui se sont, non seulement des personnes qui ont la sclérose, qui se sont fait des liens ensemble, mais aussi des proches aidants qui ont fait des liens ensemble. Je pense entre autres à deux personnes qui, c'est des conjoints justement de deux de nos membres, et ils sont devenus tellement amis que des fois, ils font des activités ensemble. Pourquoi pas? Exactement. Ils comprennent leur réalité respective. Tout à fait, tu sais. Puis parce que quand la personne a le diagnostic de la sclérose en plaques, c'est comme toute maladie, il y a un deuil à faire au début. Oui. Tu ne sais pas trop où ça va t'amener dans la vie, tu ne sais pas trop comment tu vas être affecté. Surtout que c'est tellement de visages. Exactement, à court, moyen, long terme. Fait qu'il y a une période de deuil. Tu sais, il y a des gens là, qui, la solitude est très présente. Tu sais, autant qu'il y a des personnes qui vont faire des deuils de quelques mois. Un de mes membres m'avait dit que ça, il a pris, je pense, c'est 5 ans ou 6 ans à faire son deuil parce qu'il y a justement la forme progressive. OK. Et c'était quelqu'un qui était très, très sportif, faisait même de l'escalade et tout ça. Et est en fauteuil roulant maintenant, aujourd'hui. Tout à fait. Mais après qu'il a passé ce deuil-là, c'est merveilleux maintenant. Il est en fauteuil roulant, il fait tout.
Il fait plein de choses. Il est super actif. Donc, c'est merveilleux de voir ça, tu sais. Et là, il peut, après ça, parler avec d'autres, dire comment lui voit ça maintenant, comment il s'en est sorti, c'est quoi son expérience personnelle. C'était justement mon témoignage de la marche l'année passée. Oui. Fait que ça aussi, à chaque année, on essaie d'avoir quelqu'un qui a la sclérose qui vient nous faire un témoignage sur qu'est-ce qu'il vit, comment est-ce qu'il a vécu ça. Mais c'est ça que je trouve merveilleux, là, c'est l'évolution. Puis la vie, elle ne s'arrête pas, là. La vie continue. Il faut continuer de se battre et c'est pour ça aussi l'importance de se soutenir, que la communauté se soutienne, que ce soit en temps ou en don, parce qu'il faut que la recherche et tout ça continue, mais les activités aussi. Nous, on offre une panoplie d'activités à nos membres. D'abord des activités physiques parce que c'est reconnu que ça amène beaucoup de bienfaits. Ouais. Hein, vu que le système nerveux est affecté, il faut continuer à être actif, à bouger, parce que sinon, ça devient... Donc, on a plein d'activités, le yoga, l'aquaforme et tout ça. Mais l'année passée, on a commencé aussi une nouvelle activité qui est l'art-thérapie. OK. Et ça fonctionne bien? Ça fonctionne. Les gens, ceux qui l'ont suivi, ont adoré, parce que c'est... De voir un peu, tu sais, comment je vis avec ça. Et vu que c'est fait à travers l'art, ça l'aide aussi beaucoup. Et là, on est en train aussi de s'affilier avec un autre de nos partenaires pour offrir ce qu'on appelle la gymnastique intellectuelle. Okay. Donc, à l'automne, on va offrir ça aussi à nos membres, qui est pour travailler justement un peu les neurones, parce que ça peut affecter aussi, hein, ça affecte la mémoire, ça affecte tout ça aussi, la sclérose en plaques. On a des gens qui ont arrêté de travailler parce que la concentration n'était plus là, sont plus capables de se concentrer. Fait qu'on fait aussi plein d'activités comme ça pour soutenir des activités sociales, comme je disais, le dîner-rencontre. On a la cabane à sucre là, qui s'en vient au mois d'avril. On a à peu près 45 personnes qui sont inscrites pour notre cabane à sucre. C'est des moments aussi où ils viennent socialiser, viennent voir d'autres personnes. Donc, c'est important de les soutenir parce que la solitude, ça peut être très lourd. Effectivement. On souhaite justement que la recherche continue, que vous ayez des belles activités comme ça pour les membres, parce que justement, on parlait de solitude, on parlait aussi de parfois d'oublier aussi le fait pendant quelques heures que on est en gang, on a du fun, puis on oublie un peu ce qu'on vit dans notre quotidien. On souhaite beaucoup de gens pour le 25 mai prochain. Merci. Et puis, on va mettre toutes les informations en bas d'écran pour être capable, que les gens soient capables de s'inscrire et aller vous encourager. On veut battre notre record. L'année passée, centaines de personnes. On a ramassé près de 41 000. Cette année, notre objectif est de 42. Ce serait le fun de se rendre à 45. Là, on serait super contents. C'est un souhait. Toujours un plaisir. Chantal Girard, directrice générale de SP Outaouais. Merci, bonjour. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 42 de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités d'aujourd'hui. Tout d'abord, Chantal Girard, directrice générale de SP Outaouais, et aussi le réalisateur Philippe Boilly. J'aimerais vous rappeler également que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube et que nous avons notre groupe de discussion Facebook TVC Basse-Lièvre, entre parenthèses officiel, auquel vous pouvez vous abonner. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se retrouve une prochaine fois pour un autre Studio Libre.